choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. On va commencer tout de suite par cette nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, qui a reçu dimanche le ministre d'État ougandais aux Affaires étrangères, Henry Okello, en marge du forum Investir en Ouganda, organisé au Caire en collaboration avec l'ambassade d'Ouganda et l'Association des hommes d'affaires égypto-africains. Abdel-Ati a en outre souligné l'importance de préserver l'esprit de consensus et de fraternité entre les nations du bassin du Nil méridional. Les deux ministres ont échangé les points de vue sur les moyens d'instaurer la stabilité et la paix dans le continent, et notamment dans la Corne de l'Afrique, la République du Congo et la région des Grands Lacs. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, a eu un entretien téléphonique avec l'envoyée spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Madame Annette Weber, portant sur les préparatifs de la conférence ministérielle de Berlin sur le Soudan prévue le 15 avril. Abdel-Ati a souligné l'importance de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que de soutenir ses institutions nationales. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel-Ati, a reçu dimanche le président de l'autorité égyptienne des achats unifiés, Hichem State, afin d'examiner les moyens de faciliter l'accès des médicaments égyptiens au marché africain. Les deux hauts responsables ont également insisté sur l'importance de renforcer la coopération avec le Centre africain de contrôle des maladies et sur les préparatifs de la prochaine édition du salon Africa Health Excon en tant que plateforme stratégique pour développer la sécurité sanitaire en Afrique. L'agence spatiale égyptienne a annoncé le succès du lancement de la caméra spatiale ClimCam embarquée à bord du vaisseau Cygnus NG-24 est destinée à la Station spatiale internationale, l'ISS. Selon le directeur général de l'agence, ce projet représente une avancée majeure pour la coopération internationale dans le domaine spatial et la surveillance du changement climatique, car l'objectif de ce projet est d'améliorer la surveillance des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations en Afrique de l'Est. Le pape Léon XIV est arrivé lundi matin en Algérie pour une visite de 2 jours hautement symbolique. Le pape américain doit rendre hommage aux victimes algériennes de la guerre d'indépendance contre la France. Dans la foulée, il sera reçu par le président Abdelmajid Tebboune et il prononcera un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique dans un contexte international tendu par la guerre. Au Moyen-Orient, la coexistence pacifique sera au cœur du message du pape dans ce pays de 47 millions d'habitants. Le Bénin dépouillait dimanche soir les bulletins de vote de la présidentielle après une élection sans réel engouement, surtout dans les grandes villes, et qui devrait couronner le ministre des Finances, Romuald Wadagni, comme successeur de Patrice Talon. Les résultats provisoires sont attendus en début de semaine. Conformément à la Constitution, M. Talon passe la main après 2 quinquennats en laissant un Bénin en pleine croissance économique. Et on passe à ce reportage sur l'aide extérieure et la résilience économique de l'Afrique. Au cours de l'année écoulée, le continent africain a connu une transformation notable marquée par une baisse significative de l'aide extérieure, notamment à la suite de la réduction des financements américains sous l'administration du président américain Donald Trump. Cette évolution a d'abord suscité des inquiétudes quant à une possible aggravation des crises humanitaires et économiques. Les détails dans ce commentaire signé Shamsenemi.
L'aide américaine est passée d'environ 12,1 milliards de dollars sous l'administration de Joe Biden à près de 7,86 milliards de dollars avec son successeur, son niveau le plus bas depuis une décennie. Cette tendance ne concerne pas uniquement les États-Unis. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont également réduit leurs contributions. Cette baisse a entraîné des conséquences directes sur le terrain. Près de 80% des projets générés par l'USAID ont été annulés, provoquant des perturbations majeures dans plusieurs régions fragiles, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, où de nombreux centres de santé ont dû fermer. Les programmes de lutte contre le sida ont également subi des coupes budgétaires importantes, malgré leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité et l'amélioration de la santé publique sur le continent. Une dépendance remise en question si l'aide extérieure a longtemps joué un rôle essentiel dans la situation d'urgence. Elle a aussi créé une dépendance structurelle dans plusieurs économies africaines. Cette situation a poussé certains États à repenser leur modèle de développement. De plus en plus, les gouvernements africains cherchent à renforcer leurs ressources internes et à bâtir des politiques économiques plus durables. Une croissance économique encourageante a été ressentie malgré la baisse de l'aide. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont enregistré une croissance de 4,1% en 2025 avec une projection de 4,3% en 2026. Cette performance dépasse la moyenne mondiale et confirme que la croissance du continent repose désormais sur les dynamiques internes. Et pour parler de ce sujet en détail, on a en ligne M. Ahmed Abdelwahed, chercheur en droit international. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comme vous le savez, les États-Unis ont réduit les financements des institutions d'aide, des institutions internationales sous la présidence de Donald Trump. Alors quel est l'impact de la réduction de l'aide américaine sur les systèmes de santé en Afrique? Alors, l'impact sur l'Afrique, il est assez négatif, mais on trouve que cette négativité, elle a un domaine assez restreint. Bon, vous le savez que la baisse des aides américaines a conduit à l'annulation de 80% des projets gérés par l'Agence américaine pour le développement international, ce qui signifie des dommages humanitaires significatifs, mais aussi des problèmes structurels, même sur le court terme, sur les établissements de santé. On compte aussi des restrictions budgétaires dans les programmes de lutte contre le sida, qui ont été largement réduits, ce qui est essentiel pour des millions de vies en Afrique. Et on compte aussi un restreint des flux financiers venant de l'extérieur, aussi toujours sur le court terme. Et selon vous, comment vous expliquez que malgré cette réduction de l'aide, quels sont les facteurs qui expliquent cette croissance économique actuelle en Afrique subsaharienne, malgré la réduction de cette aide, comme je viens de dire? Alors, ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, dans un premier temps, l'optimisation d'exploit des ressources naturelles africaines. Comme vous le savez, il y a une hausse des prix des minéraux stratégiques. On parle du lithium, on parle du colbate, on parle du cuivre. On parle des métaux qui sont essentiels pour l'économie verte mondiale, des marchandises qui sont cruciales pour les marchés occidentaux, que ce soit américains ou européens. On parle aussi d'une accélération des réformes fiscales qui augmentent les recettes des États, des recettes dont leur collecte sont facilitées par la transition numérique en Afrique. Ce qui a été le cas dans des pays comme le Rwanda, le Kenya, le Nigeria,
Mais on a aussi, et pour le point final, la baisse des subventions efficaces sur les carburants. On observe cela notamment en Éthiopie et en Angola. Oui. Et toutes ces mesures sont des cumulations qui ont permis finalement la diminution du déficit budgétaire et ont, par voie de conséquence, facilité la croissance économique. Oui, selon vous, donc, Monsieur Ahmed Abdelwahed, quels sont les défis qui freinent jusqu'à présent l'intégration économique en Afrique? Alors, dans un premier temps, il faut observer qu'il y a une faiblesse du commerce intra-africain. Mhm. Contrairement à d'autres régions comme l'Amérique du Nord avec leurs accords de libre-échange, l'Europe avec leur intégration économique optimale avec l'Union européenne, avec l'unité de monnaie, le marché commun, la suppression des droits de douane, on a une intégration économique qui arrive à son maximum. Mais même en Asie aussi, avec les accords de l'ASEAN, on trouve qu'on a quelque chose de durable dans ces zones-là qui facilite les échanges. Oui. En Afrique, on trouve des accords qui sont pareils d'un point de vue du droit international, mais il y a en Afrique une telle instabilité politique qui rend difficile la mise en exergue de ces accords-là. Un autre défi, c'est le fait que les économies africaines ne sont pas assez développées dans le sens que c'est majoritairement basé aujourd'hui sur les matières premières. L'industrialisation en Afrique, elle reste encore assez primaire, ce qui oblige l'Afrique à rester dans des marchés assez peu rentables. Oui, et donc la zone de libre-échange continentale africaine, est-ce qu'elle peut donc faire cette intégration économique et est-ce qu'elle peut améliorer la compétitivité du continent africain? La réponse, malheureusement, elle n'est pas évidente parce que comme je viens de dire, même si la zone elle est là, et même si les accords sont bien écrits, l'instabilité politique fait en sorte que ces accords ne vont pas forcément produire l'effet attendu. Et aussi, ces accords prennent du temps en fait. Ça ne va jamais arriver du jour au lendemain. Et il faut observer, et ça prend des décennies même pour que des accords donnent leurs effets. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique doit toujours dépendre de l'aide internationale ou privilégier les partenariats économiques? Alors, déjà, l'Afrique, elle n'a pas trop le choix. Il y a des contraintes, c'est la réalité. La baisse des aides extérieures est un peu un phénomène assez généralisé. Vous voyez, les États-Unis privilégient désormais son marché interne avec une politique assez protectionniste. Franchement, c'est un phénomène assez général. On peut voir ça en Afrique avec la baisse des aides humanitaires. On peut voir ça dans le dossier de l'Ukraine avec l'imposition des Américains de partager les frais avec leurs partenaires en Europe. Le phénomène, il est assez généralisé. C'est pas propre à l'Afrique. Oui. Mais le transfert, il est là. L'Afrique commence à faire des partenariats avec la Chine qui finance des projets d'infrastructure. C'est facilité bien sûr par le fait que c'est un pays
qui accorde des prêts à des conditions privilégiées, qui fait preuve de non-ingérence aux politiques internes. Et d'un autre côté, on a les pays du Golfe qui, pour ne pas compter que sur leur pétrole, privilégient des investissements à moyen et à long terme dans bien sûr. divers pays. Et c'est cette politique de diversification des pays du Golfe qui se présente comme une opportunité en Afrique pour proposer des services d'investissement et des outils d'investissement qui peuvent améliorer leur situation économique. Oui, parfait. Monsieur Ahmed Abdelwahed, chercheur en droit international, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on passe à un autre sujet, c'est le cacao et avec l'ouverture de nouvelles plantations de cacao à la lisière des zones forestières au Nigeria, des arbres sont souvent abattus pour planter davantage de cacaoyers. Cela accentue la déforestation dans les régions de forêts tropicales riches en biodiversité où est cultivée la majeure partie du cacao. Les détails avec Shamsenemi. Le prix de la plupart des tablettes de chocolat a augmenté dans le monde au cours de l'année écoulée après la flambée des prix des fèves de cacao en 2024. Et alors que les tarifs s'envolaient, de nombreux agriculteurs des pays tropicaux producteurs du cacao, dont le Nigeria, ont vu leurs profits augmenter. Avec l'ouverture de nouvelles plantations de cacao à la lisière des zones forestières, des arbres sont souvent abattus pour planter davantage de cacaoyers. Cela accentue la déforestation dans les régions de forêts tropicales riches en biodiversité où est cultivée la majeure partie de cacao. Or, des études montrent que couper les arbres peut en réalité conduire à long terme à une production moindre de fèves, car les arbres protègent les cultures contre les ravageurs et apportent l'ombre indispensable aux cacaoyers. En tant que quatrième producteur mondial de cacao, le Nigeria joue un rôle important dans l'approvisionnement mondial. Bien que le pays ait vu se développer davantage de plantations de type industriel, composées uniquement de cacaoyers, et dépourvu d'arbres, son secteur cacaoyer a, dans une certaine mesure, échappé à la vague de déforestation observée dans d'autres pays producteurs. Cela s'explique en partie par le fait que, pendant de nombreuses années, la politique économique nigériane s'est concentrée sur le secteur pétrolier tandis que peu d'investissements ont été consacrés à des politiques de modernisation du cacao. Ces mêmes politiques qui ont provoqué d'importants dégâts et une forte déforestation dans d'autres pays producteurs comme le Ghana. Donc on termine par ce reportage sur l'Afrique du Sud qui a affiché ses ambitions dans le domaine spatial lors du forum spatial russe à Moscou. Pretoria veut percer les mystères de la Lune, s'associant à la mission lunaire chinoise prévue dans 2 ans. Les détails avec Shamsenami. Et je vous laisse donc avec ce reportage et je termine donc cette édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Je vous laisse avec le reportage sur le domaine spatial ou la conquête spatiale de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ambitionne de renforcer sa position dans le domaine spatial en participant activement à l'exploration lunaire d'ici 2028. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à développer les capacités technologiques et scientifiques du pays et à affirmer sa place parmi les nations émergentes du secteur spatial. Selon les autorités sud-africaines et les responsables de l'Agence spatiale nationale South African National Space Agency, l'objectif est de contribuer à des missions internationales et de développer des technologies capables de soutenir des opérations sur la Lune. Cela inclut notamment la recherche scientifique, les systèmes de communication et l'observation spatiale. Cette initiative reflète aussi la volonté de l'Afrique du Sud de stimuler l'innovation, de former de jeunes ingénieurs et scientifiques et de renforcer la coopération internationale dans le domaine spatial.
Si ce projet se concrétise, il pourrait marquer une étape importante pour le continent africain dans la conquête spatiale, en ouvrant la voie à une participation plus active aux futures missions lunaires.